Entre les années 60 et 90, une femme décède dans des circonstances étranges et deux autres disparaissent. Cela se passe dans des états différents et des décennies différentes. Pourtant, ces femmes ont toutes quelque chose en commun, l'homme qui a partagé leur vie. Et c'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Félix Vell est né en 1939 à Montpellier, dans l'état du Mississippi, et grandit auprès de sa famille qui possède une ferme et de grands terrains agricoles. Félix partage sa vie entre l'école, où il excelle, et les travaux à la ferme, où là aussi il se révèle être très doué. À ses 17 ans, il souhaite s'engager dans l'armée afin de devenir pilote. Mais malgré de très bons résultats scolaires, l'armée rejette sa candidature, cela à cause de son comportement. Car d'après les responsables des admissions, Félix n'est pas fait pour ça. Il pense qu'il ne supportera pas de recevoir des ordres et c'est la raison pour laquelle il refuse qu'il s'engage. C'est un coup dur pour lui, mais il obtient son diplôme de fin d'études et il se consacre à ce qu'il sait faire, donc s'occuper des terres et des espaces verts. En 1957, il obtient une bonne position, il s'occupe de maintenir les espaces verts de plusieurs villes aux alentours et cela lui permet d'avoir un bon revenu. Puis finalement, une nouvelle opportunité s'offre à lui, celle de s'occuper des espaces verts de l'université de McNeese. Il accepte. Félix est un homme qui plaît à la gente féminine et il a du succès. Il a beaucoup de rendez-vous, mais aucune de ces femmes ne va l'intéresser comme Mary Horton. Mary a grandi à Eunice, qui est une région marécageuse de la Louisiane. Elle est issue d'une famille avec des revenus limités, mais ça ne l'empêche pas de réussir au niveau de ses études. Dans son lycée à Eunice, tout le monde l'apprécie, tout le monde l'admire. Elle a même été élue Homecoming Queen durant sa scolarité. Donc une Homecoming Queen est ce qu'on pourrait traduire comme la reine du bal, et c'est un vrai rôle dans la culture américaine. Cela dépend bien sûr des États et des écoles, mais généralement une Homecoming Queen est une personne élue par ses camarades afin de les représenter lors d'événements sportifs ou scolaires par exemple. Après avoir brillamment fini le lycée, Mary part faire ses études à l'université McNeese, où là aussi, finalement, sa popularité n'est pas à refaire car pas moins de 5 sororités l'ont invitée à les rejoindre avant même qu'elle n'arrive sur le campus. Aux yeux de tous, Mary est une fille sublime, très gentille, et les garçons se battent pour être à ses côtés. Les demandes en mariage fusent très rapidement. Elle les rejette toutes, car une personne l'a captivée au premier regard, Félix. Félix et Mary commencent à se fréquenter en 1960 et ils entament une relation passionnelle. Mais tout n'est pas parfait. Elle exprime ses doutes le concernant, elle ne sait pas si elle aime réellement la personne qu'il est. Elle est perdue et elle décide d'arrêter cette relation cette même année. Mais les deux jeunes gens n'arrivent pas à rester loin de l'un et de l'autre, et malgré d'autres rencontres, ils finissent par se remettre ensemble et ils se marient en 1961. Ils retournent dans la ville de la jeune femme, à Eunice, où elle commence une carrière d'institutrice. Les choses avancent pour le jeune couple et Mary découvre qu'elle est enceinte quelques mois après le mariage. Elle n'est pas forcément ravie par la nouvelle car elle sait que Félix ne veut pas d'enfant. Mais un an après leur mariage, elle donne naissance à un garçon nommé Bill. Elle est une maman comblée, elle nage dans le bonheur grâce à la naissance de son fils. Mais au niveau de sa vie maritale, ce n'est pas aussi positif. Elle a même eu une conversation avec sa mère pour lui annoncer qu'elle était prête à divorcer. Sauf qu'en 1962, et d'autant plus dans une famille très religieuse, le divorce n'était pas quelque chose qu'on acceptait facilement. Sa mère lui dit qu'elle devrait retourner auprès de son mari et faire en sorte que la relation fonctionne. Malheureusement, cette tentative est de courte durée car la tragédie va s'abattre sur cette famille. Le 28 octobre 1962, vers 19h30, Félix ramène son bateau sur les quais. Il est en panique. Il raconte que lui et sa femme avaient décidé de partir faire un tour sur le bateau pour aller pêcher.
mais que soudainement, lors de leur périple, une sorte de tourbillon s'est formé dans l'eau. En tentant de sortir le bateau de là, celui-ci a tourné violemment, faisant tomber Marie dans l'eau. Et elle est tombée en plein dans ce tourbillon qui l'a aspirée au fond. Félix a tenté de la sauver, il s'est jeté à l'eau, mais sa femme était loin, au fond de la rivière. Et à force de tentatives, le manque d'énergie l'a rattrapé, il a dû se résoudre à monter sur le bateau afin d'éviter une possible noyade. Les autorités se mettent à la recherche de l'épouse et son corps est retrouvé 2 jours après l'accident. Les funérailles ont lieu dès le lendemain de la découverte. Et quelques jours après, les policiers arrêtent Félix et l'interrogent sur les événements. Ils ont le sentiment que ce n'est peut-être pas qu'un accident et que Félix y est peut-être pour quelque chose. Les interrogatoires ne donnent rien de concret et le suspect refuse de passer au détecteur de mensonges. Il est finalement relâché après que le médecin légiste ait conclu que la mort de Marie était accidentelle. La famille de la jeune femme ne croit pas non plus à cette histoire d'accident. Elle avait une grande peur de l'eau. Alors elle ne serait pas montée sur un bateau à la tombée de la nuit et encore moins sans gilet de sauvetage. Le fait qu'elle ait laissé son enfant de 4 mois à une babysitter pour y aller, ça ne ressemble pas non plus au comportement de Marie. Et il y a un autre élément crucial, une assurance vie au nom de l'épouse avait été souscrite peu de temps avant sa mort. Étant donné que la conclusion du médecin légiste est qu'il s'agit d'une noyade accidentelle, rien ne permet aux policiers de poursuivre Félix pour une quelconque implication dans la mort de sa femme. Félix obtient la garde de leur fils, Bill, et il retourne auprès de ses parents au Mississippi. En 1965, il obtient un travail dans un hôpital en Californie et il décide de laisser son fils sous la responsabilité de ses parents, donc des grands-parents. Comme ce fut le cas dans sa jeunesse, Félix plaît toujours autant à la gente féminine et il enchaîne les conquêtes. Après quelques mois passés là-bas, il décide de récupérer Bill et de le ramener avec lui. Nous sommes à la fin des années 60, en Californie, et le mouvement hippie bat son plein. Du haut de son jeune âge, Bill suit son père dans les festivals, dans les parcs, où il commence à consommer de la marijuana et du LSD. Il prend des drogues à un âge extrêmement jeune, et cela sous la demande de son propre père, qui pensait que ça pourrait lui permettre d'ouvrir son esprit. Félix continue d'enchaîner les relations, et en 1968, l'une d'entre elles, Robin Sinclair, est enceinte. En apprenant ça, il n'est pas heureux, il n'a pas envie d'assumer son rôle et il s'enfuit sans la prévenir et retourne au Mississippi avec Bill. Robin donne naissance à la petite Simone en 69 et elle prévient Félix à travers une lettre, mais lorsqu'il tente de la voir quelques mois plus tard, elle refuse. Il retourne en Californie et il vit à San Francisco où il fait la rencontre d'une nouvelle femme, Sharon Hensley, de 10 ans sa cadette. C'est une sublime brune et Félix tombe directement sous son charme. Ils deviennent amis en premier lieu, puis ils entament une relation. Ils ont beaucoup de choses en commun, surtout leur façon de vivre. Ils ont une vision de la vie très libre et ils décident d'adopter un mode de vie plutôt nomade. Le couple ramène Bill auprès d'eux, il a maintenant 8 ans, et son père lui fait vivre une vie de vagabond. En 70, ils errent pieds nus dans les zones rurales de la Californie, à la recherche de fruits pour se nourrir et ils dorment dehors. Ce n'est pas la vie qu'un petit garçon de 8 ans a envie de vivre, il a faim, il a soif, ses grands-parents lui manquent. Mais Bill, il aime son père, et c'est aussi pour ça qu'il reste avec lui. Cependant, l'amour qu'il porte à son père change lorsqu'il surprend une conversation qui l'horrifie. Son père lui a toujours raconté que la mort de sa mère était un accident et qu'il n'avait pas réussi à la sauver. Pourtant, lors d'une soirée, Bill surprend une conversation entre Sharon et son père. Celui-ci lui confie qu'il est responsable de la mort de Marie. Sharon prend ça pour de la culpabilité et elle lui répond que c'est normal de se sentir responsable. Mais Félix lui répond que non, elle n'a pas compris. C'est lui qui a tué la jeune femme. Et la vision qu'a Bill vis-à-vis de son père se détruit en un instant. Tout ce qu'il veut à présent, c'est retourner au Mississippi auprès de ses grands-parents. Il décide de s'enfuir et se rend dans un poste de police. Arrivé là-bas, il leur dit qu'il a faim, qu'il est fatigué, qu'il en a marre de la vie qu'il mène et il ne veut plus prendre de drogue, sauf que son père le force à le faire.
Tout ce qu'il souhaite, c'est retourner à l'école et vivre la vie normale d'un enfant de son âge. Il finit ses explications en déclarant que son père est responsable de la mort de sa mère. Malheureusement, personne ne le prend au sérieux. Les policiers pensent qu'il s'agit seulement des affabulations d'un enfant et ils le mettent dehors. Mais Bill n'a aucune intention de retourner auprès de son père. Et donc il reste sur les marches du commissariat de longues heures jusqu'à ce que l'un des agents le prenne au sérieux. Le couple est retrouvé sur une plage avec en sa possession un énorme paquet de LSD et ils sont tous les deux arrêtés. Félix est condamné à 6 mois de prison ferme et à 3 ans de liberté conditionnelle après sa sortie. Il n'est pas interrogé vis-à-vis de la mort de son ex-femme. Concernant Bill, il est envoyé au Mississippi où ses grands-parents obtiennent la garde exclusive. L'affaire fait la une d'un journal local avec les photos de Félix et sa compagne. C'est grâce à ça que la mère de Sharon découvre où se trouve sa fille et avec qui elle se trouve. Sharon avait fui le foyer familial quelques années plus tôt lorsqu'elle avait découvert qu'elle était enceinte. C'est comme ça qu'elle s'était retrouvée à San Francisco. Elle a donné naissance à une fille, mais elle a dû se résoudre à l'abandonner car elle était trop jeune et surtout sans ressources pour pouvoir s'en occuper. Quelque temps après, elle rencontre Félix. La mère de Sharon, apprenant que sa fille a été arrêtée, décide de prendre un avion et d'aller récupérer sa fille pour la ramener auprès d'eux. Malheureusement, elle revient seule au foyer. Sa fille refuse de laisser Félix, elle veut rester auprès de lui. La mère de Sharon est anéantie et elle ne sera plus jamais la même après cet événement. En 1971, Félix et Sharon arrivent au Mississippi et Bill revoit son père pour la première fois depuis qu'il l'a dénoncé à la police. Il est terrifié, mais étonnamment, son père n'est pas en colère contre lui et au contraire, il remet toute la faute sur sa compagne. Durant l'été 1972, le couple se présente sans prévenir chez les parents de la jeune femme dans le Dakota du Nord. Ils sont choqués par sa nouvelle apparence. Elle est très mince, elle perd ses cheveux, elle porte une mini-jupe sans sous-vêtements et elle laisse apparaître des poils sous ses aisselles et sur ses jambes. C'est assez perturbant pour eux, d'autant plus que Sharon a été mannequin dans sa jeunesse et elle faisait très attention à son apparence. Son comportement n'est plus le même non plus. Elle semble complètement sous l'emprise de son compagnon. Lorsqu'elle parle, lorsqu'on lui pose des questions, soit Félix répond à sa place, soit elle répond mais en le regardant. Là-bas, ils vont y rester quelques jours dans cette famille, non sans créer des problèmes. Félix, par exemple, se rend dans une salle de sport avec le père de la jeune femme et il se met totalement nu pour faire les exercices. Il est rapidement mis dehors. Le couple vole dans les magasins, mais réussit à ne pas se faire attraper. Tout le long de leur passage, Sharon agit tel un zombie, sans montrer de joie ou de vie en elle. Et c'en est trop pour les parents de la jeune femme. Ils ne veulent plus de cet homme chez eux. Sharon refuse de le laisser partir seul, et donc elle part avec lui. Le couple reprend la route et retourne au Mississippi chez la famille de Félix. Plus tard, Sharon appelle sa mère et elle lui annonce qu'ils vont se rendre à la Nouvelle-Orléans pour tourner dans un film pour adultes. Sa mère est horrifiée, elle supplie sa fille de rentrer mais rien n'y fait. En 1973, elle appelle sa mère et elle lui dit que cette fois ils partent voyager en Amérique du Sud. C'est le dernier appel de sa fille. Les mois passent sans signe de Sharon et sa famille tente de contacter Félix, la famille de Félix, sans parvenir à les joindre. En mars 1974, il écrit une lettre à la famille de Sharon dans laquelle il déclare ne pas l'avoir vue depuis 1 an. La dernière fois qu'il l'a vue, c'était en Floride. Ils ont fait là-bas la connaissance d'un couple d'Australiens qui leur ont proposé de voyager en Amérique du Sud avec eux. Félix n'a pas accepté la proposition, mais Sharon souhaitait vivre cette expérience. Elle a donc quitté, elle a brûlé tous ses documents d'identité, déclarant vouloir devenir une nouvelle personne et vouloir couper tous les ponts avec les gens de son passé. La mère de la jeune femme ne croit pas un mot de la lettre, elle pense que Félix ment. Bill de son côté se rappelle avoir vu son père revenir au Mississippi sans Sharon et lorsqu'il lui a demandé où elle se trouvait, il lui a répondu qu'elle ne serait plus un problème, que c'était réglé. Bill avait 13 ans au moment des faits.
mais il a immédiatement compris qu'il avait dû la tuer. Mais il n'a rien dit car il avait tenté de le faire déjà lorsqu'il avait 8 ans par rapport à la mort de sa mère, mais il n'avait pas été pris au sérieux. Les années passent et l'inquiétude continue de grandir pour la famille de Sharon. Mais étant donné qu'elle est majeure, aucune recherche ne sont entreprises par la police. De son côté, Félix continue sa vie de nomade. Il voyage dans différents états et il enchaîne des relations. Il va se marier, divorcer rapidement et cela plusieurs fois, jusqu'à faire la rencontre d'Annette Craver. Nous sommes en 1981 dans l'état du Texas. Annette Craver et sa mère Marie-Rose reviennent de vacances passées au Mexique. L'adolescente de 15 ans est assez fragile puisqu'elle a du mal à se remettre de la perte de son père dans un accident de voiture survenu 2 ans plus tôt et elle vient de subir une peine de cœur. Son état psychologique est assez faible à cette période lorsqu'elle fait la connaissance de Félix Veil. Lui travaille en tant que charpentier dans la région et il commence à discuter régulièrement. Il y a tout de même une importante différence d'âge entre les deux puisque Annette a seulement 15 ans et Félix a 41 ans lors de leur rencontre. Marie-Rose a du mal à joindre les deux bouts. Elle ne trouve pas de travail et finalement elle obtient une opportunité à Tulsa, dans l'état de l'Oklahoma. Sa fille ne la suit pas car elle a encore quelques mois de cours avant de finir le lycée, alors elle est logée chez des connaissances en attendant. Sa mère n'étant pas là, Félix en profite pour venir la voir régulièrement. En 1982, Annette rejoint sa mère à Tulsa après avoir obtenu son diplôme de fin d'études. À peine quelques jours après son arrivée, Félix apparaît sur le pas de la porte et il déclare sa flamme à Annette. Il parvient à la convaincre de partir avec lui en voyage. Ils n'ont pas de travail, mais Annette reçoit 500 $ chaque mois suite au décès de son père et il pense vivre de ça en attendant. D'autant plus qu'à ses 18 ans, la jeune fille devrait recevoir une somme plus conséquente par rapport à l'assurance vie de son père qui est décédé. Ils partent sur la moto de Félix et ils parcourent le pays, mais Annette tombe enceinte après seulement quelques mois. Ne se sentant pas prête à donner la vie, elle subit un avortement. Ils continuent de voyager, ils vont jusqu'au Mexique, puis en Californie, où ils passent du temps avec des amis. Ces amis se rappellent de la relation entre Annette et Félix. Lui montrait un certain contrôle sur elle, une emprise. Elle qui était pleine de vie, semblait en fait s'éteindre à côté de cet homme froid, mais fascinant pour beaucoup. Cette vie nomade en Californie dure jusqu'à la fin de l'été 1993, lorsque Félix se fait arrêter pour violation de sa liberté conditionnelle. Si vous vous rappelez, lorsque son fils l'avait dénoncé et que Félix avait été arrêté avec en sa possession de la drogue, il avait écopé de 6 mois de prison ferme, mais également de 3 ans de liberté conditionnelle. De ce fait, il n'avait pas le droit de sortir de l'état de Californie, or c'est ce qu'il a fait dans le passé. Son arrestation est de courte durée car Annette paye les 200 $ nécessaires pour le faire sortir. Après cet événement, la jeune fille annonce à sa mère son intention d'épouser Félix. Elle n'a que 17 ans et elle n'est pas autorisée à se marier en Californie sans une autorisation parentale. Marie-Rose n'est pas vraiment ravie par cette annonce et elle n'est pas forcément en faveur de cette union, mais Annette lui dit que si elle n'accepte pas, elle partira au Mexique se marier. Ne voulant pas prendre le risque de perdre sa fille et de se brouiller avec elle, elle consent à donner son autorisation. Le 15 août 1983, Annette et Félix deviennent mari et femme. Quelques mois plus tard, Annette fête ses 18 ans et elle a enfin accès à la totalité de l'argent de l'assurance vie de son père. Celle-ci est d'un montant de 98 000 $. Le train de vie du couple change totalement du moment qu'ils obtiennent cet argent. Annette s'achète une voiture et elle paye pour tous les soins médicaux nécessaires à Félix, comme le dentiste, qui coûte très cher quand on n'a pas d'assurance aux États-Unis. En avril 1984, soit moins d'1 an après le mariage de Félix et Annette, Marie-Rose découvre sa fille assise devant chez elle. Elle est complètement abattue et elle envisage de divorcer et de reprendre ses études en allant à l'université. Sa mère l'accueille à bras ouverts, sa fille est de retour auprès d'elle, c'est ce qu'elle espérait. Malheureusement, cette nouvelle vie ne dure pas car Félix leur rend visite à plusieurs reprises.
Le couple se chamaille constamment, il est violent avec elle et il reprend le contrôle sur sa femme. Le comportement de la jeune femme se transforme à son contact. Elle est dominée par ce mari et elle devient même hostile envers sa propre mère. Après plusieurs visites et plusieurs lettres échangées entre les époux, Annette explique à Marie-Rose qu'elle ne peut pas être sans Félix. Elle le perçoit comme son dieu. Elle est incapable de prendre la moindre décision sans lui, qu'elle déclare être l'homme le plus sage qu'elle connaisse. La situation devient invivable pour Marie-Rose qui se sent de trop et qui sent aussi que si elle reste près du couple, sa relation avec sa fille va continuer de se dégrader. Et après réflexion, elle prend la décision de partir vivre quelque temps chez des amis et de la famille en Californie. Cela durant le printemps 1984. Avant de partir, elle laisse la maison à sa fille pour la somme de 7000 $. Marie-Rose, elle a peur de l'influence qu'a Félix sur sa fille, mais elle n'hésite pas à lui dire dans les courriers qu'elle s'échange. Lui disant de ne pas avoir peur d'affirmer qui elle est, elle doit être sa propre personne, elle ne doit pas s'effacer pour devenir ce que Félix souhaite qu'elle soit. Mais le comportement d'Annette, par la suite, ne semble pas montrer une grande réactivité à ses paroles, mettant Félix sur l'acte de propriété de la maison. Plusieurs mois après cet acte notarié, le couple part en vacances, mais Félix revient seul dans la maison à Tulsa. Lorsqu'on lui demande où se trouve sa femme, il répond qu'elle a décidé de rentrer de son côté, voulant visiter des amis à Denver. Sans nouvelles de sa fille et apprenant qu'elle n'est pas rentrée en compagnie de son mari, Marie-Rose appelle Félix pour en apprendre plus. Il lui raconte que durant le voyage, Annette a fait un rêve dans lequel elle avait des relations avec d'autres hommes au Mexique. Ils ont parlé ensemble de ce rêve et tous les deux ont réalisé qu'ils avaient besoin de retrouver leur liberté. D'un commun accord, le couple a pris la décision de se séparer. Félix conduit Annette jusqu'à une station d'autobus. Il la laisse avec sur elle la somme de 50 000 $. Il n'a pas eu de nouvelles depuis. Marie-Rose a du mal à croire à ces explications, surtout à l'histoire des 50 000 $. Comment sa fille aurait pu avoir une telle somme d'argent en liquide sur elle, en plus sans savoir à l'avance qu'elle allait se séparer de son compagnon? Et en parlant avec différentes personnes, elle se rend compte également que le montant de la somme d'argent diffère selon les versions que Félix donne aux gens. Son récit n'est pas constant. Le 22 octobre 1984, Marie-Rose se rend dans un poste de police et elle déclare la disparition d'Annette. Elle fait part de ses craintes aux policiers, elle ne croit pas en la version de Félix et elle pense qu'il est peut-être responsable de la disparition de sa fille ou qu'au moins il en sait plus qu'il le dit. Une première rencontre entre Félix et un détective arrive au début de l'année 1985 pour l'interroger au sujet de sa femme qui va possiblement devenir son ex-femme car pas moins de 2 semaines auparavant, Félix a fait une demande de divorce invoquant le fait qu'Annette l'a laissé volontairement et qu'elle est introuvable. Durant ce premier interrogatoire, il est surtout question de l'argent que possédait sa femme. Le détective essaye de comprendre où celui-ci est passé. Félix explique qu'ils ont presque tout dépensé durant leurs différents voyages, sauf 10 000 $ en espèces présents au domicile. Concernant le fait qu'Annette ait 50 000 $ sur elle, il y a une explication. Ils ne font pas confiance aux banques et ils préfèrent garder cet argent sur eux. Le détective revient quelques jours plus tard pour reprendre l'interrogatoire. Et cette fois, Félix lui explique les événements qui ont précédé le départ de la jeune femme. Le 13 septembre 1984, ils partent de Tulsa et ils s'arrêtent dans un hôtel à Claremont. Ils reprennent la route et ils passent 2 nuits dans un camping vers Saint-Louis. Et c'est pendant la dernière nuit qu'Annette fait ce fameux rêve avec d'autres hommes. Ils ont une discussion ensemble, décident de se séparer et il la conduit à la station de Saint-Louis pour qu'elle puisse acheter un ticket de bus et lui repart à Tulsa. Il ajoute qu'il ne sait pas où elle se trouve, mais elle a parlé d'aller à Denver pour obtenir de faux papiers et partir au Mexique. Et à la fin de cet entretien, le détective lui demande de passer au détecteur de mensonges, mais il refuse.
Félix n'hésite pas à dresser un horrible portrait de Marie-Rose, indiquant qu'elle est une mauvaise mère et qu'elle veut juste obtenir une vengeance en le faisant payer la fuite d'Annette. Il n'exprime pas sa rancœur qu'auprès de l'inspecteur, mais il va jusqu'à écrire une lettre à la mère de famille pour lui dire ce qu'il pense. Dedans, il écrit « Elle est partie loin de vous, car elle a compris que vous n'alliez pas arrêter de lui voler son énergie et de lui imposer votre système de valeurs. Ce système de valeurs qui lui fait voir votre mère, vous et une partie d'elle-même comme des filles faciles avec une faible estime d'elle-même et qui recherchent l'approbation masculine pour se sentir mieux dans leur peau. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où elle peut se trouver à l'heure actuelle. Je souhaiterais vous dire que j'aime cette dimension spirituelle et que je respecte beaucoup son droit à la liberté. Et donc je vous assure aussi que même si je le savais, je ne vous le dirai pas. » Marie-Rose est profondément blessée par ces propos, d'autant plus que l'affaire concernant la disparition de sa fille n'avance plus. Elle décide de se rendre sur place et de rencontrer Félix. Elle prend la peine de le prévenir et celui-ci lui répond même qu'il la rencontrera avec grand plaisir. Pourtant, lorsqu'elle arrive à Tulsa en avril 85, Félix a disparu, il n'est pas présent dans la maison familiale. Marie-Rose, elle reste dans le logement en attendant et elle constate que presque toutes les affaires de sa fille ont disparu, sauf des papiers d'identité qu'elle retrouve dans une petite valise. À l'intérieur se trouvent aussi des détails concernant les dépenses du couple. Elle comprend que l'argent n'a pas été totalement dépensé lors des voyages, mais que 36 000 $ ont été dépensés sur un compte en Louisiane. Elle communique ces informations à la police, mais rien de concret n'en ressort. La disparition d'Annette est finalement classée sans suite. Marie-Rose voit les années passer sans que plus rien ne se fasse, mais elle n'a jamais baissé les bras. Elle a réussi à contacter Félix, lui posant des questions. Lorsqu'il disparaissait, elle engageait des détectives privés pour le retrouver. Mais malgré tous ses efforts, rien de nouveau concernant la disparition de sa fille n'en ressortait. Elle piste Félix, qui a de nouvelles relations amoureuses, et elle n'hésite pas à appeler ses compagnes et de leur dire de se méfier au vu de la disparition d'Annette. Les années continuent de passer ainsi, mais au fond d'elle, Marie-Rose sent que sa fille n'est plus de ce monde. En 1990, 6 ans ont passé depuis la disparition d'Annette, et le combat de Marie-Rose est toujours présent. N'arrivant pas à retrouver Félix, elle réussit à se procurer l'adresse d'une de ses sœurs au Texas. Elle fait toute la route pour lui parler de sa fille. La sœur de Félix se souvient d'Annette et de son frère, elle se rappelle qu'il était très dur avec elle. Lors de ces discussions, elle indique à Marie-Rose que la première femme de Félix est morte noyée et qu'une autre de ses compagnes, Sharon Hensley, elle a également disparu des années auparavant. Marie-Rose ignorait totalement ces deux informations capitales et elle sait qu'elle doit en faire quelque chose. Elle se transforme en véritable détective et recherche tous les articles de presse concernant la mort de Mary Horton. Elle en apprend plus sur l'accident, sur les suspicions des policiers. Elle parvient aussi à contacter un des frères de Marie. Marie-Rose lui fait part de la disparition d'Annette, de Sharon, et qu'elle ne pense pas que la noyade de Marie fut un accident. Après avoir communiqué avec la famille de Marie, elle souhaite faire de même avec celle de Sharon. Elle appelle sa mère et elle lui dit « Est-ce que vous connaissez un homme du nom de Félix Vale ?»« Oh que oui, on doit discuter. » Les deux mères de famille discutent de longues heures et elles comprennent que leurs deux filles ont croisé la route d'un homme mauvais, Félix Vale. Marie-Rose contacte le FBI et elle leur raconte tout. Elle leur parle de la noyade suspecte de Marie, des similitudes aussi entre les disparitions d'Annette et de Sharon. Elle obtient même que Bill, le fils de Félix, témoigne contre son père s'il y a un procès. Malheureusement, dans l'état de l'Oklahoma, tant qu'il n'y a pas de corps, ce n'est pas considéré comme un homicide et l'affaire reste en l'état, encore une fois. Et les années passent, et les protagonistes avancent dans l'âge. Plusieurs personnages clés de cette affaire perdent la vie sans voir la justice être effectuée. La mère de Sharon décède dans les années 2000 et Bill meurt des suites d'un cancer en 2009. Marie-Rose de son côté a toujours l'espoir que la disparition de sa fille soit résolue un jour. Mais elle ne voit pas comment
jusqu'en 2011. Elle se trouve à son domicile et elle écoute une émission de radio. Dans celle-ci, il est question d'un cold case qui a été résolu grâce à l'intervention d'un journaliste, Jerry Mitchell. Elle a le sentiment que cet homme peut tout changer dans l'enquête et elle le contacte pour lui demander son aide. Lors de cet appel, Marie-Rose demande à Jerry s'il serait intéressé pour enquêter sur un possible tueur en série du nom de Felix Vell. Il accepte. Le journaliste rassemble tous les éléments disponibles concernant les affaires des 3 jeunes femmes. Mais pas que ça. Il découvre un enregistrement de Bill à son pasteur avant qu'il ne décède, où il déclare avoir entendu son père avouer le meurtre de sa mère et qui lui avait plus ou moins fait comprendre qu'il s'était occupé de Sharon également. Après son enquête, Jerry a assez d'informations pour publier un article qui va tout changer. L'affaire obtient enfin une médiatisation et les gens se replongent dans leurs souvenirs et des témoins vont parler. Le premier concerne la mort de Marie. Un homme se souvient avoir fréquenté Félix après la noyade de sa femme et ce qu'il lui a dit l'a marqué à jamais. Ils étaient en train de faire la route pour aller travailler lorsque Félix s'est mis à parler de Marie et il lui a dit « Elle voulait avoir un autre enfant. Je ne voulais pas de celui que j'ai eu. Je me suis occupée de cette pauvre garce. Elle n'en aura jamais d'autre. » Un autre témoin crucial concernant la mort de Marie se manifeste, Isaac Hampshire Jr. Son père et lui avaient été présents sur les lieux de la découverte du corps de Marie et son père lui avait confié une enveloppe avec écrit dessus « Keep », donc à garder. Et c'est important parce que les policiers découvrent que le dossier concernant la mort de la jeune femme est à présent presque vide dans leurs archives. Il y a seulement l'avis de décès et le rapport du médecin légiste statuant sur la noyade accidentelle. Le contenu de cette enveloppe est capital. Il s'agit des photos du corps de Marie prises par un journaliste lorsqu'il a été récupéré dans l'eau. Et il y a aussi une liste des raisons de suspecter Félix. Les policiers confient ces photographies à un nouveau médecin légiste pour avoir son opinion sur la cause de la mort et c'est totalement différent de ce qui a été dit 50 ans plus tôt. Sur les photos, on peut voir Marie qui a son écharpe autour de son cou et qui est à moitié enfoncée dans sa gorge. Elle a des contusions au niveau de la tête causées avant d'avoir été dans l'eau. La conclusion pour ce médecin légiste n'est pas une noyade accidentelle, mais un homicide. Concernant la liste des raisons qu'avaient les policiers de suspecter Félix à l'époque, il y avait tout d'abord les photos du corps. Il y a cette histoire d'assurance vie d'une valeur de 50 000 $ et une autre de 8 000 $ qui aurait doublé s'il s'agissait d'un accident. Plein de témoins ont déclaré que Félix racontait que sa femme était hideuse lorsqu'elle était enceinte, qu'il n'aimait pas son enfant et qu'il avait beaucoup d'aventures extra-conjugales. Beaucoup pensent qu'il est le tueur de Marie et ce depuis le début. Même lorsque sa femme n'est plus de ce monde, il lui manque de respect, ne payant pas les frais funéraires et obligeant ainsi la famille de sa compagne à régler la somme puisque lui a fui entre-temps. Le dossier est rempli de preuves contre Félix, mais à cause du premier rapport du légiste, rien n'avait pu être fait contre lui. Maintenant que la cause de la mort a changé, les policiers peuvent enfin le poursuivre pour meurtre. Felix Vell est arrêté au Texas en mai 2013 pour le meurtre de Mary Horton. Il est ramené en Louisiane pour être jugé. Lors de son procès, il plaide non coupable et il maintient le fait qu'il s'agit d'une noyade accidentelle. Le procès concerne la mort de Marie puisque c'est la seule victime dont le corps a été retrouvé, mais l'accusation ne veut pas oublier les autres victimes. Et elle pense que d'inclure leur disparition a une importance capitale dans le procès. Étant donné qu'il n'y a pas d'inculpation concernant ces 2 femmes contre Félix, il n'est normalement pas possible de le faire. Pourtant, l'accusation va faire appel à une doctrine appelée la doctrine des chances. Cette doctrine permet de dire qu'il est peu probable qu'un accusé soit appliqué à plusieurs reprises et innocemment dans des circonstances similaires et suspectes. Elle a été utilisée pour la première fois en 1912 dans le procès du Britannique George Joseph Smith. Au cours des années, 3 de ses épouses étaient mortes de façon similaire, toutes 3 noyées dans leur bain. C'est à cette époque que la doctrine a été créée. La requête est acceptée pour le cas de Félix et
Pendant le procès, les preuves et les témoignages concernant l'affaire de Marie sont présentés aux jurés, mais également ceux concernant les disparitions de Sharon et d'Annette. De nombreux témoins défilent à la barre, d'anciennes compagnes de Félix. Elles témoignent de sa violence envers elles, des menaces de mort et de la rage qu'il avait en lui. D'anciens amis témoignent aussi. Ils témoignent qu'il leur avait avoué avoir tué sa première femme, mais ils ne savaient pas s'il plaisantait ou non avant de connaître toute l'affaire. Tous les éléments de preuve évoqués durant la vidéo sont présentés, mais de nouveau également. Il y a les journaux intimes de Félix qui contiennent des milliers de pages par rapport à sa pensée. On peut lire qu'il considère les femmes comme des moins que rien. Il parle de la supériorité de son esprit et de son aversion pour les femmes qu'il considère comme faciles, et ces filles faciles ne méritent pas leur place sur Terre. Dans un registre encore plus malsain, il tient des propos plus que dérangeants sur des jeunes enfants qu'il a pu croiser dans sa vie. Mais dans tous ses écrits, il ne parle pas de meurtre ou d'autres crimes commis. À l'issue du procès, il faut moins d'1 heure pour que le jury donne sa décision. Félix Vell est reconnu coupable du meurtre de Mary Horton plus de 50 ans après les faits. Il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Il clame toujours son innocence et il affirme que Sharon et Annette sont en vie. Il sait où elles se trouvent, mais il a décidé de garder le silence pour les protéger. Concernant les faits déplacés sur de jeunes enfants, rien n'a pu être fait au vu du temps passé, ce qui est regrettable. Dans cette affaire, je pense qu'il est important de se pencher un peu sur la personnalité de Félix et ce qui a fait qu'il est resté en dehors des radars de la police durant toutes ces années. Alors, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine et j'ai donc consulté certaines analyses qui s'appuient sur son parcours et aussi sur les nombreux écrits personnels. Félix semble avoir une très haute estime de soi. Il considère que ses capacités intellectuelles et surtout spirituelles sont au-dessus des autres. Il ne veut pas s'encombrer des règles sociétales, la notion de ce qui est bien et mal aux yeux des autres ne l'importe peu, car lui souhaite rester en dehors des normes. Mais là où il fait preuve d'un pouvoir de manipulation et qu'il est conscient qu'il ne peut pas l'exprimer clairement dans la société, alors pour éviter d'éveiller les soupçons, il sait prétendre qu'il est dans la norme lorsque cela est nécessaire. Dès son enfance, il a eu beaucoup de mal à accepter le fait que la pensée et la parole puissent être différentes. C'est un concept qu'il a énormément de mal à saisir. Il considère que c'est une désynchronisation de soi-même. Des signes de violence se manifestent durant sa jeunesse, puisqu'il s'en prend physiquement aux animaux domestiques, et ce également lorsqu'il est adulte. Il se définit lui-même comme un scientifique qui étudie l'anatomie de l'ego. Pour lui, c'est une entité qui est une limitation de l'humain, puisqu'elle limite la force spirituelle. C'est une quête qu'il s'est fixée tout au long de sa vie. Neutraliser cet ego et le dominer afin de devenir totalement indépendant, libre de sa conscience et de son esprit. Dans beaucoup de ses écrits personnels, ce terme revient, le terme ego. Mais pas seulement, également dans des lettres que j'ai pu lire adressées à Annette et à sa mère. Il est souvent question de ça. Félix est probablement convaincu qu'il est spirituellement supérieur aux autres. Et en étant convaincu de ça, il convainc les autres également. Il semble dégager une certaine aura pour les gens qui le rencontrent, un homme sage, une sorte de guide spirituel. Cela reste bien sûr une interprétation de sa psychologie puisqu'il n'y a pas eu d'analyse psychologique officielle effectuée sur Félix Vell. Il a su créer l'admiration, l'étonnement, la fascination auprès des personnes qu'il rencontrait, menant une véritable emprise psychologique sur ses victimes, les privant de tout raisonnement en dehors du sien. Malheureusement, certaines d'elles ont payé de leur vie, pensant qu'il était la réponse à leurs problèmes alors qu'il en était la source. Chaque affaire dont je traite me touche car il est important de se rappeler qu'il s'agit de vies humaines, de personnes qui ont été aimées, pleurées et qui ont vécu. Mais certaines de ces affaires provoquent parfois de la colère et de l'indignation. Et ce fut le cas pour celle-ci. C'est surtout l'erreur de départ concernant la mort de Marie, classée comme accidentelle, qui est consternant.
Durant le procès, le sujet a bien sûr été abordé et pour beaucoup, cette conclusion reste incompréhensible. Même avec l'hypothèse comme quoi le corps a peut-être été manipulé par des gens, le foulard retiré lors de son arrivée, le médecin légiste, dans ses notes, a bien remarqué que Marie avait une contusion derrière la tête et il avait aussi les photos prises lors de la découverte du corps, qui montrent clairement la position du foulard. Il avait donc tous ces éléments en sa possession avant qu'il ne disparaisse. Malgré ces faits, qui auraient dû au moins mener à considérer la mort comme suspecte, rien n'a pu être fait à cause du terme de noyade accidentelle. Et lorsque l'on sait que Félix est devenu un possible tueur en série et qu'il a vécu libre pendant 50 ans après les faits, on est en droit de se questionner. Cependant, je n'ai pas trouvé plus d'informations à ce sujet et ça reste à mes yeux une véritable interrogation. Tout comme le nombre de ses victimes. Est-ce qu'il y en a eu d'autres que la police ignore? Cela reste envisageable, mais le prisonnier, lui, n'a jamais avoué. Plus de 50 ans après son premier crime, Félix purge sa peine, mais certains des proches des victimes n'ont pas pu voir ce moment, et ils sont restés dans l'incompréhension et dans le doute jusqu'à leur décès. Tout cela n'aurait peut-être pas été possible sans Marie-Rose, le combat et la détermination d'une mère qui n'a jamais abandonné et qui s'est toujours battue pour voir la justice agir. Elle n'a pas pu obtenir les réponses désirées au sujet d'Annette, mais elle sait que Félix ne peut plus faire de mal à quelqu'un. Elle s'adressera à lui après cette conclusion à travers une lettre et voici ce qu'elle lui a écrit. Félix, je suis soulagée que la justice ait enfin été rendue et que vous soyez tenu responsable d'avoir pris les vies de Marie, Sharon et Annette. Vous avez bénéficié de plus de 50 ans de liberté imméritée. Votre comportement a causé de grandes souffrances. Et je sais que vous souffrirez beaucoup pour le reste de cette vie et pour la suivante. Ma prière est que vous reconnaissiez vos actes horribles, que vous recherchiez le pardon et que vous efforciez de racheter votre âme éternelle. C'est tout pour l'affaire d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé le contenu intéressant, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, de vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la cloche de notification. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.